e-commerce, fake news, collecte et exploitation des données, cyber-risque, blockchain sont des thèmes quotidiens qui font référence à Internet. L'influence de la technologie est omniprésente et s'étend à de nouveaux domaines des secteurs privés et publics, façonnent nos vies plus que jamais et soulèvent de sérieuses questions quant aux droits des utilisateurs d'Internet. Depuis de longues années, Internet demeure une zone de non-droit où chacun œuvrait un peu comme il le souhaite. Si c'est encore le cas aujourd'hui, de nombreuses mesures ont néanmoins été prises pour faire naître un droit du numérique avec une loi qui encadre plusieurs sujets sensibles. Comment cerner le domaine des droits digitaux? C'est le thème que nous abordons dans cette émission et nous qui reçoit pour vous chers auditeurs de la www.radio.jena.info Ayowa Fadimatou, Community Manager. Ayowa Fadimatou, bonjour. Bonjour. Merci de vous avoir une fois de plus dans notre studio. Le plaisir à partager. La technique de cette émission sera signée Rémi Humpati, présentation Eli Erika Tikbo. Et tout de suite, on va chercher à comprendre c'est quoi les droits digitaux. Est-ce qu'il y a une différence entre droits digitaux et droits numériques? D'accord. Alors, les droits digitaux, c'est, je dirais, un peu comme nos droits humains sur Internet. Donc, les droits digitaux, ce sont tout un ensemble lié à la Déclaration des droits de l'homme, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été, lors du grand forum dont je parlais la dernière fois, le forum de gouvernance sur Internet, le 4 septembre 2014, était décidé de créer donc ces droits-là pour permettre aux personnes ou aux internautes qui se connectent d'avoir un minimum d'intimité, d'avoir eux aussi leurs droits à eux, d'avoir aussi cette facilité de s'exprimer, d'avoir eux aussi ce droit-là, eux aussi de réclamer aussi ou de demander justice lorsqu'ils sont atteints ou lorsque leur opinion, leur personne est atteinte sur Internet. Donc, les droits digitaux, ça regroupe principalement l'ensemble de ces droits-là qui nous garantissent la liberté d'expression, la libre arbitre de penser, de dire ce que nous pensons également sur certains sujets, de ne pas, c'est pas parce que j'ai dit telle chose que je dois être poursuivi. Dans les droits digitaux, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Et même l'État n'a pas le droit d'entraver à ce droit-là. C'est très primordial. La liberté d'expression est, je dirais même, l'un des principes fondamentaux des droits digitaux, en fait. Est-ce que quand vous parlez de cette liberté de pouvoir dire ce qu'on pense sans entrave, est-ce que je peux aujourd'hui me lever et dire que Fadimatou, elle a fait ci? Est-ce qu'il n'y aura pas de diffamation aujourd'hui sur Internet? Si oui, qu'est-ce qu'on doit en faire? Oui, et c'est justement pour ça, ces mêmes personnes qui ont créé ces droits digitaux ont créé les lois et réglementations de l'Internet, qui sont des garde-fous. Parce que les droits digitaux sont là. Ils vous donnent libre arbitre de faire tout ce que vous voulez. De saisir même une cour pour faire valoir vos droits. Au cas où, comme récemment, ça a été le cas du Togo, la CEDEAO a tranché et que le gouvernement doit verser 2 millions pour coupure d'Internet en 2017. Donc, ça se fait. Dans les droits digitaux, vous avez le droit de réclamer. Si ce n'est pas possible au Togo, vous saisissez la cour régionale et vous faites tout pour pouvoir avoir gain de cause. Mais ces mêmes personnes savent qu'en laissant ce libre arbitre à tout le monde sur Internet, ça va devenir du n'importe quoi. Donc, à côté, au même moment où ils ont fait les droits digitaux, ils ont aussi fait les lois et réglementations de l'Internet. Ou lorsque vous faites des choses qui ne sont pas bien aussi, vous pouvez tomber sur le coup de la loi de l'Internet. Voilà, quand vous parlez de ces lois et réglementations d'Internet, est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur quelques lois, quelques réglementations qui doivent guider quelqu'un qui va sur Internet afin de savoir que, voilà, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ci? Oui, et l'un des principaux, c'est contre le harcèlement et la diffamation dont vous avez parlé. Donc, dans les lois et réglementations de l'Internet, les fondateurs ont mis donc en place ce système comme quoi une personne qui se permet d'abuser de ce droit-là digital qu'il a comme quoi de parler librement en portant atteinte à la sûreté d'une personne ou d'une autre ou à carrément la diffamer, risque d'être coupé carrément de l'Internet. C'est-à-dire cette personne, on peut lui retirer son droit-là d'avoir accès à Internet.
Mais quand même, c'est un droit. Pourquoi lui retirer cela? Oui, c'est un droit et c'est ce que je disais. C'est parce qu'il faut faire respecter, c'est pour faire respecter ce droit-là qu'ils ont mis en place cette loi et cette réglementation pour que les gens ne déraillent pas, pour que Internet ne devienne pas tout et n'importe comment. Dans nos pays africains, c'est pas tellement appliqué, mais en Europe, ils sont très stricts. Dans les pays occidentaux, ils sont très stricts sur ça. Donc, un citoyen d'un État peut être privé à vie d'Internet? Oui, Par il exemple. peut être privé à vie d'Internet si vraiment ses propos, il a été démontré que ses propos sont racistes ou sa manière de penser peut porter atteinte à la vie d'autres personnes sur Internet. On peut carrément lui retirer ce droit-là. Dans les lois et réglementations de l'Internet, c'est écrit. Voilà, on peut lui retirer ce droit-là, mais aujourd'hui, il suffit que j'utilise un smartphone, un ordinateur, et puis je me connecte. Comment est-ce qu'on peut me suivre pour réellement me retirer ce droit? Vu que Internet partout dans le monde, il suffit d'avoir une brèche pour pouvoir me connecter. Oui, effectivement. Et pour se connecter à Internet, on passe par des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, etc. Et ces équipements sont faits avec chacun une adresse unique qu'on appelle l'adresse MAC. Donc, quand nous nous connectons sur Internet via un réseau, il y a l'adresse MAC qui est enregistrée par ce réseau, mais aussi il y a l'adresse IP que nous donne le réseau là, qui est un peu comme notre identité sur Internet. Donc, grâce à cette adresse MAC, on peut retrouver la personne. Ou du moins, on peut commencer à mener des enquêtes sur cette personne-là qui commence à porter en tête à notre sûreté ou à la vie d'autres personnes. Et comme je le disais, sous d'autres cieux, par exemple aux États-Unis, eux, ils vont même jusqu'à très loin. Pas seulement l'adresse MAC. Ils font tout. Ils font tout même pour pister jusqu'à l'adresse mail de la personne, le numéro de téléphone. Parce que chez eux, Internet, comme je l'ai dit, c'est pas comme chez nous, c'est libre. C'est très réglementé. Donc, pour se connecter, et même le processus de connexion, il y a des pare-feux, il y a des trucs, de ces petits logiciels qu'ils mettent en place. Et vous arrivez à vous connecter, c'est vrai, mais derrière, vous êtes suivi. Vous laissez des traces. Vous laissez des traces, peu importe ce que vous faites. Même si vous changez de téléphone, il y a toujours quelque chose que vous allez laisser. Que ce soit peut-être votre signature, je ne sais pas, vous écrivez un texte à la fin, vous dites une phrase, chaque fois c'est la même phrase. C'est un peu comme votre signature, votre empreinte. Donc, ça peut servir à mener des enquêtes sur vous et jusqu'à ce que vous soyez appréhendé également. Voilà, quand je vous suis tout de suite, vous étiez en train d'aborder, de dire Internet, c'est un peu comme les droits humains que nous avons. Et ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il y a une corrélation entre les droits digitaux que nous avons sur Internet et puis les droits ordinaires, le droit ordinaire que nous vivons dans notre vie courante? Oui, il y a vraiment une relation. Et les droits digitaux même ont été, disons, créés sur la base et dans le respect donc, de ces droits humains que nous avons dans la vie réelle. Donc, la liberté d'expression dans la vie réelle, nous l'avons tous. Si je prends le droit à s'exprimer librement, le droit à choisir sa confession religieuse, le droit à aller à l'école, le droit à la santé, tout. Dans les droits digitaux, il y a également tout cela. Donc, ça a été fait sur cette base. Mais sauf que dans les droits digitaux, il y a certains droits qui ont été privilégiés et qui sont devenus des principes fondamentaux des droits digitaux. Donc, c'est ce que je disais pour la liberté d'expression et la liberté d'appartenir à une minorité sans être victime de racisme. Donc, surtout la liberté d'expression, c'est très, très primordial. Et c'est comme je l'ai dit, l'un des principes fondamentaux d'Internet. Donc, pour les droits digitaux, chacun a droit à se connecter à Internet. Personne n'a le droit de retirer ou d'interdire à une personne sans raison valable de se connecter à Internet. Si aujourd'hui une personne qui n'était pas sur Internet décide de se connecter en achetant un smartphone et tout, il a le libre arbitre. Personne ne viendra lui dire non, ne le fais pas. Non. À moins que la personne commence à le faire et qu'on voit que non, ses intentions ou ses actions qu'il pose ne sont pas du tout bonnes. Et là, on pourra l'appréhender en s'appuyant sur les lois et réglementations de l'Internet également. Alors, en évoquant les principaux directeurs de l'Internet, est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur ces lois qui encadrent si bien Internet dans les pays développés? Mais quand on sait que chez nous, au Togo, c'est du va. Chacun crée ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, comme je le disais, dans les lois et réglementations, il y a vraiment une réglementation de garde-fou concernant le contenu même que vous partagez.
dans les droits digitaux, c'est dit que vous êtes libre de partager tout et n'importe quel moment, n'importe comment. Mais dans les lois et réglementations de l'Internet, vous ne pouvez pas vous permettre de partager des contenus qui portent atteinte à la minorité ou à une minorité de personnes ou à un clan ou bien, disons, à une cible qui est sensible ou sur un sujet sensible. La dernière fois dans l'émission, j'avais pris l'exemple du président américain où je disais que Twitter le retire souvent certains tweets qu'il fait, mais ces tweets sont ensuite supprimés. Depuis ce mouvement antiraciste. Antiraciste qui a pris naissance dernièrement. Donc, ces propos ne sont pas du tout encourageants. C'est plutôt encore enfoncer le couteau dans la plaie. Donc, Twitter se dit non dans les lois et réglementations de l'Internet. C'est vrai, il a ce droit digital de parler, de dire ce qu'il pense, mais il ne peut pas rester sur ce chemin-là, comme ça, à enfoncer toujours le couteau dans la plaie. Donc, eux, ils retirent les tweets. Donc, même ces réseaux sociaux sur lesquels nous sommes, ils ont ces réglementations-là avec eux. C'est la même chose pour Facebook. Même si vous partagez un contenu aujourd'hui, Facebook supprime. Vous allez voir quelqu'un partager une publication dans le fil d'actualité. Vous voyez ça la première fois. Mais quelques minutes, vous revenez, on vous dit que ce contenu n'est plus disponible. Parce que derrière toute l'intelligence artificielle que Facebook a, il y a ces personnes-là qui sont tout un temps des juristes, des analystes, programmeurs, qui font des études sur nos publications que nous faisons. Donc, quand nous faisons les publications en même temps, ça vient chez eux. Ça apparaît dans notre fil d'actualité, mais ça va chez eux. Donc, le temps qu'eux, ils analysent et qu'ils se disent non, ce contenu n'est pas bien, ou ça ne respecte pas les lois et réglementations de l'Internet, ils ont chez eux ce pouvoir de le retirer. Alors, quand on est en train d'évoquer tout de suite la question de la liberté de pouvoir publier, de pouvoir dire ce qu'on veut, mais est-ce qu'on n'est pas en train de violer mon droit à un moment donné si Facebook peut avoir droit à mes contenus, ou bien Twitter? Bon, violer, je ne dirais pas vraiment ce terme-là. Parce que retenons quand même qu'ils ont un pouvoir sur nous. On ne peut rien faire. C'est nous qui sommes venus, c'est nous qui avons créé des comptes, c'est nous qui utilisons leurs réseaux sociaux. Donc, eux aussi, d'une manière, ils ont ce pouvoir-là de nous retirer les comptes ou les mots de passe, ou quand même de retirer nos publications, qu'eux, ils jugent à leur niveau peu commode, les retirer facilement. Donc, chaque réseau social a son mode de fonctionnement. Facebook, il y a ses standards qu'ils appellent souvent les standards de communauté de Facebook. Là-bas, il est dit tout ce que Facebook accepte comme publication et tout ce qu'il refuse comme publication. Avant, il n'y avait pas ça. Mais c'est parce que Facebook, à un moment donné, ils se sont rendus compte que leur réseau social est trop utilisé pour partager la haine. N'importe qui vient, il crée, il dit ce qu'il veut, il insulte les gens comme il veut. Ils se sont dit non. Si on laisse ça à la longue, ça va devenir du n'importe quoi. Et ils ont donc créé les standards de communauté de Facebook. Et dans ces standards-là, donc, les publications, ils ont dit aussi, et ils se sont appuyés sur les droits digitaux pour faire ces standards. Donc, les publications que eux ils autorisent, les publications contre le racisme, les publications sur Facebook, même si une personne appartient à une confession religieuse que d'autres personnes jugent peu commode ou pas du tout normal, vous n'avez pas le droit d'attaquer cette personne, vous n'avez pas le droit de faire une publication insultant ou portant atteinte à la vie de la personne. Ils retirent. Et donc, même si la personne est peut-être homosexuelle, par exemple, sur Facebook, on n'a pas le droit de l'attaquer. Oui, la communauté africaine n'accepte pas ça. Parce que Facebook, la base, c'est où? C'est aux États-Unis. Et les États-Unis, chez eux, l'homosexualité est autorisée. C'est tout à fait légal. Donc, eux aussi, dans leur standard de communauté, ils ont inclus cela. Ils ont inclus cela. Donc, ce qui fait que ces personnes-là, ces personnes qu'on appelle souvent les LGBT, sont libres sur Facebook de créer leur compte, de créer leur communauté, de créer leur groupe, de faire leur activité en toute liberté. Parce que dans la justice, au niveau de la justice américaine, ils ont ce droit-là constitutionnel de vivre leur vie en toute liberté. En d'autres termes, les États-Unis, peut-être par Facebook, nous imposent aussi leur droit d'accepter les LGBT chez nous. Effectivement, d'une manière ou d'une autre. Ou même de commencer à accepter leur idéologie.
En tout cas, il faudrait faire énormément attention sur Facebook et tout ce que nous faisons. Nous sommes bien sûr dans 25 minutes pour convaincre sur le www.radio.jena.info et avec Fadimatou Ayewa, Community Manager, nous sommes en train d'aborder la question des droits digitaux sur Internet et ce qui m'amène à l'un des sujets les plus récurrents sur Internet, c'est bien entendu le droit à l'image. Qu'en est-il exactement sur Internet? Parce qu'on peut voir plusieurs images qui circulent. Mon image qui peut être là, peut-être je me suis connecté à Facebook et tout. Est-ce que quelqu'un a-t-il le droit d'utiliser mon image? Mon image peut être exploitée par peut-être une firme dont je n'ai pas connaissance. Qu'en est-il des droits de l'image? Alors, l'image dont vous parlez, ça rentre un peu dans le droit à l'information. Et je vais vous lire donc les 2 premiers articles. Allez-y, on est là pour apprendre. On dit « Tout individu a droit d'accéder à l'information sur Internet. L'Internet doit être disponible de façon continue pour faciliter la libre circulation de l'information. Toute information, y compris celle générée par des activités de recherche scientifique et sociale, produite avec le soin des fonds publics, doit être gratuitement accessible à tous. L'utilisation et la réutilisation des données et des informations obtenues par le gouvernement devraient être disponibles gratuitement dans la mesure du possible. » Donc, si on s'en tient à ce droit-là, toute information, tout internaute a le droit à l'information. Donc, tout internaute a le droit d'utiliser chaque information qu'il veut, comme il veut. Mais si nous revenons, c'est pour ça que je dis, ils ont créé les droits digitaux, mais ils aussi ont fait les lois et réglementations. Donc, dans les lois et réglementations de l'Internet, le droit d'utiliser l'image d'une personne, ça affilie à l'usurpation d'identité. Et aujourd'hui, sur presque tous les comptes réseaux sociaux, les gens font cela. C'est maintenant que Facebook a commencé vraiment à restreindre cela, en insérant d'autres questions, d'autres paramètres pour vraiment confirmer l'identité d'une personne qui crée un compte. Avant, vous allez voir, pareil, moi j'ai plusieurs fois reçu des demandes d'amis de manière à des bailleurs. Mais si tu vas sur le compte, il n'y a rien. Du quartier. Il n'y a rien, franchement, il n'y a rien. Il n'y a que la photo de profil. La photo de couverture n'existe pas, il n'y a rien. Mais la personne t'envoie tout le temps des invitations d'accepter. Derrière, ce sont des pirates qui font tout cela. Donc, ils usurpent l'identité d'une personnalité pour parvenir à leur fin machiavélique. Et c'est le cas dernièrement dont le premier ministre, son excellent monsieur Selon Classo, a été victime aussi. Il y a le ministre aussi du Travail, Gilbert Bawa, qui a été aussi victime de cela. Donc, c'est ce que je dis, ils font de l'usurpation d'identité. Ils prennent des photos de ces personnes-là qui créent des comptes et maintenant ils viennent, ils se disent, ok, voilà, je suis telle personnalité, j'ai besoin de toi. J'ai une amie, une fois on discutait, elle m'a dit, oui, une fois elle a reçu une invitation comme ça de la ministre, Madame Sina Lanson, et au même moment, la ministre l'écrit à elle en inbox qu'elle a besoin d'elle pour un projet, d'envoyer telle somme pour confirmer son inscription, tout ça là, je lui ai dit non. Ça ne se fait pas. Ces personnalités, ce qui permet de les distinguer, elles n'ont pas des comptes, mais elles ont des pages professionnelles. Et derrière ces pages, souvent, c'est elles-mêmes qui gèrent pour certains. D'autres, c'est confié à d'autres professionnels, à des community managers qui font le travail. Donc, toute personne qui verra une personnalité publique avoir un compte personnel, c'est assez rare. Tous, ils ont des pages. Parce que les comptes ont certaines fonctionnalités limitées. Ils ont un nombre d'abonnés limité. 5000 abonnés. Ce qui est différent des pages. Les pages ne sont pas... C'est free, c'est illimité. Donc, une personnalité très connue peut se permettre de créer un compte juste pour 5000 personnes. Si elle est sur ce réseau social, c'est peut-être pour usurper de son influence sur certains sujets ou pour mener des combats qui lui tiennent à cœur. Donc, ce n'est pas la peine de restreindre en autorisant que les comptes pour ces personnalités. Donc, ils créent des pages professionnelles. Donc, le droit à l'image, l'usurpation du droit à l'image, ça a trait à l'usurpation d'identité. Et ça, c'est très puni. C'est pour ça que je dis chez nous en Afrique, c'est pas encore... La réglementation n'est pas encore ça. Il n'y a pas ces sanctions-là qui tombent assez vite.
Mais sous d'autres cieux, tu ne peux pas te permettre de prendre l'image d'une personnalité pour créer un compte. Et là, justement, ça m'amène à un exemple typique que j'ai vécu. Une personnalité qui se fait voler son identité. On crée une autre page avec le nom de la personnalité. Mais l'usurpateur prend bien soin d'aller récupérer toutes les informations qui sont publiées sur la page officielle et de les republier à son niveau. Alors, quand on est dans cette situation et qu'en tant que personnalité, on découvre ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, c'est de signaler ces pages-là ou ces comptes. Quand vous allez sur un profil, que ce soit d'un compte ou d'une page professionnelle, il y a en haut, vous allez voir 3 points de suspension. Quand vous cliquez, on vous demande de signaler cette page ou signaler le contenu de cette page. Donc, il faut le signaler. Et quand vous signalez, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre pour vous demander pourquoi est-ce que vous voulez signaler. Et vous le dites. Si vous n'avez pas, vous ne savez pas quoi dire, des fois, eux-mêmes, ils proposent des options. Est-ce que c'est à cause de l'usurpation d'identité? Est-ce que le contenu que cette personne partage ne sont pas bien? Est-ce que, selon vous, etc. Et maintenant, vous signalez. Quand vous signalez, les personnes dont je dis qui travaillent pour Facebook, qui sont derrière l'intelligence artificielle, reçoivent une notification. Donc, eux, maintenant, ils se chargent de mener des enquêtes pour voir si vraiment c'est le cas, si vraiment cette page-là en question n'est pas commode ou bien c'est une usurpation d'identité. Et au cas où c'est vrai, ils suppriment. Ou du moins, ils ne donnent plus accès à la personne pour aller sur cette page ou à l'admin d'avoir accès à cette page. Donc, la seule solution pour le moment, c'est de signaler. Et même moi-même, j'ai eu à vivre un cas comme ça pour le premier fils Maël, de l'ancien artiste Didier Arafat, le feu artiste. Son fils avait fait une publication, il est allé sur les médias plutôt, et il a signalé comme quoi une personne use de son identité sur Facebook. Et vraiment, si vous allez sur la page, c'est plus de 100 000 abonnés. La personne, on ne sait pas comment elle fait, mais elle prend des photos du petit chaque fois. Parce que chaque jour, il y a au moins 3 ou 4 publications sur le petit. Sur la mère de l'artiste, sur les frères et sœurs. Et je me suis dit, non, ça c'est que c'est une personne proche de l'entourage qui use de l'identité du petit. Alors que le petit a dit, il n'a qu'une page Instagram. Il n'est pas sur Facebook. Et lui-même, il a invité les gens à aller signaler ce compte-là. Comme quoi, ce n'est pas lui qui est derrière. C'est une autre personne qui utilise ce compte. L'usurpation d'identité, je peux dire, c'est l'un des délits les plus répandus sur Internet. Parce que c'est facile à faire et donc chacun se permet. Et étant donné qu'en Afrique, chez nous, les sanctions ne sont pas encore cela, il n'y a pas cette autorité-là qui prend les devants à chaque fois pour punir ces personnes. Donc certains se permettent ce favoritisme d'usurper l'identité d'autres personnes et de le faire. Donc le seul moyen, c'est de signaler les comptes ou les pages en question. Et lorsque vous les signalez, donc, ils sont pris en compte et supprimés. Voilà, la mode également est à l'achat sur Internet. Je me connecte sur les sites de vente en ligne, eBay, Alibaba, Amazon et tout ça. Quand j'achète des choses, il se peut que je ne sois pas satisfait. Voilà. Alors, et si je ne suis pas satisfait, est-ce que j'ai des droits de revendication? Si oui, j'y procède comment? Oui, vous avez des droits de revendication. Maintenant, comment y procéder, c'est ça je dis, ça dépend de chaque pays. Normalement, dans chaque pays, il doit y avoir cette institution qui se charge de régler tout ce qui est Internet. Bon, chez nous, nous avons le ministère de l'économie numérique. Et au sein du ministère de l'économie numérique, sûrement qu'il y a une cellule qui s'occupe de ça, on ne sait jamais. Donc, quand vous achetez des choses sur l'e-commerce et que vous ne recevez pas les colis, bon, la première des choses, c'est de chercher d'abord à contacter. Parce que sur n'importe quel site d'e-commerce, je pense qu'il y a l'onglet « Nous contacter ». Donc, vous entrez là-bas, vous cliquez sur le lien, vous laissez des messages donc, à ces personnes-là. Ou même s'il y a un numéro de téléphone à appeler. Mais si vous voyez que votre requête n'aboutit pas, c'est là-bas où vous avez le droit de venir saisir cette institution ou cette cellule. C'est pour ça que je dis ça dépend des pays. Donc, pour dire non, voilà, j'ai fait tel achat sur Internet. Avec toutes les preuves qu'il faut, j'ai payé, mais je n'ai pas encore reçu mon colis jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ou bien aidez-moi à vraiment avoir gain de cause. Et cette institution doit prendre sur elle ce problème-là et essayer de vous aider
dans le mieux possible pour que votre livraison vous parvienne. Parce que moi, par exemple, j'ai commandé une montre, une smartwatch que j'attends depuis que je n'ai pas. Ça fait plus de 3 mois. Voilà. Et voilà, donc c'est ce que je disais. Donc, au sein du ministère de l'économie numérique, il y a cet organisme qui s'occupe de la vie privée, de notre vie privée sur Internet, du respect des données à caractère personnel. Comme je le disais, il y a eu des lois qui ont été votées. Donc, elle est chargée de s'assurer de l'application de ces lois-là. C'est vrai que beaucoup ne la connaissent pas, beaucoup ne savent pas qu'elle existe, mais elle existe bel et bien au sein du ministère de l'économie numérique. Et que si vous allez vers là-bas, vous demandez des informations et vous cherchez à voir les responsables donc, de cet organisme, je pense qu'ils pourront quand même faire quelque chose pour vous aider. Les droits digitaux sur le www.radio.jena.info, c'est le thème de notre émission 25 minutes pour convaincre de ce jour qui reçoit Fadi Mathieu Ayewa, Community Manager. Au Togo, nous sommes habitués à un facteur qui est le Mime Tcha-Tcha-Tcha. C'est-à-dire, on publie, on vous demande de partager très rapidement. Est-ce que derrière, lorsqu'il y a un problème, toi qui partages, es-tu fautif? N'es-tu pas fautif? Qu'en est-il exactement? Effectivement. Dans les lois de réglementation de l'Internet, toi qui partages une information, tu es aussi fautif ou fautive autant que la personne qui l'a écrite ou qui a mis ce contenu en ligne. Parce qu'on se dit, dans les lois de réglementation, on se dit si une personne ne partage pas un truc pour lequel il n'a pas un coup de cœur, ou il ne se retrouve pas dedans, ou il ne partage pas l'idéologie. Donc, si vous partagez un contenu qui après n'est pas jugé commode, ou le fauteur de trouble en question est appréhendé, d'une manière ou d'une autre, des sanctions s'appliquent à vous aussi. Je n'ai pas écrit. Oui, vous n'avez pas écrit, mais c'est pour ça qu'on demande d'aller à la source, de vérifier les informations qui sont mises en ligne sur Internet. Et surtout, ce qui est encore très reculant avec, c'est sur WhatsApp. Oui. Les gens partagent n'importe où, n'importe comment. Visa gratuit pour aller au Canada, cliquer sur ce lien. Visa quoi pour aller aux États-Unis. Obtenir 500 gigaoctets d'Internet. C'est ça, l'armée américaine recrute 100 000 jeunes. Cliquez pour vous inscrire. Alors que derrière ces sites-là, c'est peut-être des pirates qui sont là-bas. Donc vous allez vous renseigner vos informations. C'est eux qui le prennent. Et les pirates, des fois, ils peuvent usurper votre identité avec, ou soit ils le revendent à des entreprises commerciales. Ce sont des données quand même qui coûtent cher de nos jours. Donc, ou soit ils peuvent encore faire pire, c'est-à-dire dans ces liens insérer des virus. Souvent, le cheval de Troie qu'on appelle. Donc, ça se met sur votre téléphone, vous ne savez pas, mais ça enregistre tout ce que vous faites. C'est que ça vous espionne en quelque sorte. Et ça envoie toutes ces informations-là vers eux, les pirates. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Et souvent, moi, ce qui me fait encore plus rire quand je vois cela, c'est que Toyota a fait ses 50 ans, cliquer pour gagner une voiture gratuitement. Mais s'il fallait gagner une voiture chez Toyota aussi gratuite, Toyota n'allait plus continuer par être Toyota que nous connaissons. Donc, que vraiment, les personnes qui sont sur Internet, Facebook, WhatsApp, tout. Franchement, il faut que nous prenions le temps d'analyser. Toi-même, tu vois une information, demande-toi si c'est vraiment vrai dans la réalité où nous sommes. Est-ce qu'une entreprise peut se permettre des gratuités comme ça? Non. Donc, il faut vraiment analyser, aller à la source pour voir si vraiment cette information est vraie avant de la partager. Sinon, comme quoi, on risque d'être sous le coup de la langue, tous ensemble. Et quand on parle de ces réseaux sociaux, souvent, lorsqu'on se connecte, on nous propose des réglementations ou des lois, je ne sais pas comment les appeler. Quand même, c'est des trucs qu'on dit accepter, tout accepter. D'ailleurs, c'est bien long, on finit pas par lire, on accepte. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas précisément? Oui, la seule solution, c'est de lire. C'est de prendre le temps de lire. Tout ça, et puis c'est pire, c'est que c'est minuscule et c'est beaucoup. C'est de prendre le temps de lire parce que tout contient en fait les conditions d'utilisation et comment vos données sont utilisées par ce réseau social en question. Tout est inséré dedans. Et des fois, moi-même, je me dis, s'ils ne font pas exprès de le faire long pour que les gens n'arrivent pas à lire. Moi-même, j'ai une fois commencé, mais je n'ai pas tout à fait fini. Mais à chaque fois, je retourne quand même pour faire l'effort. J'avoue que moi, je n'ai jamais lu. J'avoue. À chaque fois, j'y retourne pour faire des efforts, surtout pour Facebook, parce que Facebook a vraiment changé beaucoup de choses. Et si vous ne lisez pas leur politique de confidentialité, tout ça là, ou leurs standards de communauté, pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent,
Un jour, vous allez vous lever comme ça, vous n'allez pas avoir accès à votre compte. Récemment, c'était arrivé. Beaucoup de comptes ont été supprimés par Facebook. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, pourquoi leur accès a été restreint. Alors que peut-être dans les conditions d'utilisation, ils ont mis quelque part peut-être une phrase où vous avez fait le contraire, ou au moins ne pas utiliser que vous avez utilisé. Et du fait que Facebook, maintenant, c'est un réseau social très puissant, il y a certaines choses qu'ils ne s'autorisent plus eux-mêmes. Donc, il y a des trucs qu'ils ne pardonnent pas, en fait. S'ils disent « ne parle pas racisme », tu écris une phrase « il y a racisme », ils peuvent retirer ton contenu. Si tu t'entêtes, ils peuvent te supprimer ton compte. Donc, c'est ce que je dis. Parce que ils savent qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'eux. Ou du moins, beaucoup de personnes ne peuvent plus se passer d'eux. Surtout les entreprises et tout ça. Ça ne fait pas abus d'autorité par hasard. Si je sais que je suis incontournable et que je peux censurer mon technicien Rémi comme je veux, à un moment donné, ça fait abus d'autorité. Mais c'est pas une... je peux dire une n'abuse pas, si je peux dire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils vous disent de faire, ou de comment utiliser leur réseau social, de les utiliser dans le respect des règles. C'est parce qu'ils se disent que s'ils permettent à tout le monde de faire n'importe quoi aussi, ça va devenir n'importe quoi sur le réseau social. Et donc, leur crédibilité est aussi également en jeu. Donc, ils mettent tout cela pour pouvoir garantir une bonne utilisation et que chacun, en allant sur Facebook, trouve ce qu'il cherche. Pas forcément être noyé dans une tonne d'informations que tu ne trouves pas du tout utile. Et c'est pour ça même, ils ont encore développé leur intelligence artificielle qui ne dirige vers toi que les publications pour lesquelles tu interagis le plus vite ou les pages sur lesquelles tu es abonné et qui sont tes centres d'intérêt. Tout cela est fait pour que quand vous y allez, vous trouvez ce que vous cherchez ou du moins vous ne soyez pas noyé dans des publications et tout cela. Voilà, c'était cette émission sur 25 minutes pour convaincre avec Fadimatou Ayewa, les 3 digitaux. C'est vrai, nous n'avons pas pu aborder tout. Internet est tellement vaste que nous allons demander à Fadimatou, en vous prenant, chers auditeurs, un témoin, qu'elle reviendra souvent. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez revenir pour qu'on parle prochainement peut-être des enfants, l'utilisation d'Internet par les enfants, parce que nous sommes une radio de défense des droits de l'enfant quand même. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir... Dès que je ferai un tour à Lomé, je serai là. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. La présentation, c'était Eli-Eric Atipo, réalisation Rémi Oupati. Merci de nous avoir suivis sur le www.radio.gena.info. Nous prenons rendez-vous pour d'autres émissions, mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.